Tu viens de recevoir ton salaire, tu le regardes sur ton appli bancaire, ce chiffre qui est censé représenter un mois de travail, tu fais le calcul mental, rapide, presque automatique, tu soustrais le loyer, cette somme qui part comme une taxe mensuelle, tu enlèves les charges, l'électricité qui a encore augmenté, tu penses aux courses de la semaine, au plein d'essence pour aller bosser. Ce qui reste à la fin, ce n'est plus un pouvoir d'achat, c'est une marge de survie. Une marge si étroite que le moindre imprévu te fait basculer dans le découvert, et le pire, c'est que tu as un bon salaire. Un salaire correct, honnête. Mais quand tu cherches à déménager, à acheter un peu plus grand pour ta famille, ou simplement à te rapprocher de ton travail, le choc arrive. Les annonces immobilières ressemblent à des blagues cruelles. Ton bon salaire aujourd'hui ne te donne même pas accès à un logement décent dans des villes où il y a du travail. Tu travailles pour payer un toit et ce toit te coûte presque tout. Tu te dis que c'est peut-être toi, que tu ne cherches pas bien, que tes exigences sont trop hautes. Alors, tu baisses tes critères. L'appartement avec une chambre en moins. Celui qui est à 45 minutes de route de ton boulot parce que près du centre-ville, c'est devenu un fantasme. Tu regardes les annonces pour un T2 dans ta ville de province ou en proche banlieue d'une grande ville, 750, 8 rangs, 9,90 € de loyer charge non comprise, pour un appartement qui a 30 ans, mal isolé, avec une cuisine qui sent le renfermer. Ton salaire, disons 2300 € net, un bon salaire justement. Après impôt sur le revenu, il te reste peut-être 2100 €. Tu enlèves ce loyer à 850 €. Maintenant, vise avec. L'électricité et le gaz, facile 150 € par mois avec les nouvelles tarifications. L'assurance habitation, l'abonnement internet et téléphone, encore 70 €. Ta voiture, indispensable pour ces 45 minutes de trajet, l'assurance, l'entretien et surtout l'essence. 2 pleins par mois, 120 € minimum. On est déjà à 340 € de dépenses incompressibles en plus du loyer. Il te reste 910 € pour tout le reste. La nourriture pour toi, peut-être pour un enfant, les courses, tu le sens chaque semaine, c'est 80 à 100 € sans rien de luxueux. Multiplie par 4, 400 €. Il te reste 510 €. Les vêtements, les loisirs, les cadeaux, le coiffeur, les produits d'hygiène, les frais médicaux non remboursés, mettre un peu de côté pour les vacances ou simplement pour la prochaine facture imprévue. C'est serré, très serré. Un seul vrai problème de voiture et tu es dans le rouge. Et ça, c'est si tu arrives à décrocher l'appartement. Parce que devant la visite, il y a 30 autres candidats. Des couples avec 2 salaires, des gens prêts à surenchérir. L'agent immobilier te regarde avec un peu de pitié. Vous êtes seul sur le dossier ? Ton bon salaire seul devient salaire moyen, presque faible face à la concurrence. Tu repars épuisé, cette recherche de logement c'est un deuxième boulot non rémunéré qui mine ton moral, et tu commences à te demander comment on en est arrivé là, pourquoi même avec un travail stable et un salaire correct, le simple fait de se loger décemment est devenu un parcours du combattant qui grignote tout ton budget et ton énergie. Ce que tu vis dans ton agence bancaire ou sur le Bon Coin, ce n'est pas une malchance personnelle. C'est le résultat de calculs froids, de décisions politiques et de mécanismes économiques qui se jouent très loin de ton quotidien, mais qui atterrissent en plein sur ton budget. La crise du logement, ce n'est pas qu'un sujet pour les éditorialistes. C'est la raison pour laquelle tu dois choisir entre chauffer correctement et faire un plein d'essence. C'est la cause de tes 2 heures de transport par jour, c'est ce qui transforme ton salaire en une somme qui s'évapore avant même la fin du mois. Quand les économistes parlent d'inflation immobilière ou de tension sur les marchés, traduisons, prenons une ville comme Lyon, Toulouse ou Bordeaux. Il y a 10 ans, avec ton salaire à 2300 € net, tu aurais peut-être pu louer un T2 correct en t'endettant sur 25 ans pour l'acheter. Aujourd'hui, le prix moyen du mètre carré dans ces villes dépasse souvent les 4500 €. Pour acheter 50 mètres carrés à ce prix-là, il faut emprunter 225 000 €. Les banques demandent que tes mensualités ne dépassent pas 35% de tes revenus. Pour toi seul, ça donne un budget maximum de 805 € par mois. Avec les taux d'intérêt actuels, autour de 4%, cette mensualité te permet d'emprunter environ 160 000 € sur 25 ans. Tu es déjà à 65 000 € de short. L'écart se comble avec un apport. Un apport de 65 000 €. Toi, qui arrive à mettre 100 € de côté par mois dans le meilleur des cas, il te faudrait 54 ans pour le réunir. C'est ça la macro. Des chiffres qui te disent non. Des chiffres qui condamnent toute une génération d'actifs stables à l'allocation perpétuelle ou à l'éloignement géographique. Et quand tu es coincé dans cette situation, que tu vois tes efforts ne mener à rien, tu deviens méfiant envers les politiques qui promettent depuis des années de régler le problème. Envers un système où travailler honnêtement ne te garantit plus l'accès à un pilier de la vie, un chez soi. Cette colère rentrée, ce sentiment d'injustice, c'est de la poudre sèche, et elle alimente directement ce qu'on appelle le vote protestataire, parce que quand les solutions traditionnelles semblent impuissantes, on se tourne vers ceux qui crient le plus fort contre le système. Mais avant de comprendre cette colère politique, il faut creuser. Pourquoi l'offre de logement est-elle devenue si rare, si chère, si inadaptée ? La réponse est plus simple et plus cruelle qu'on ne le pense. Regardons ce que cet éloignement forcé te coûte en euros et en vie. Prenons l'exemple concret de quelqu'un qui travaille dans une préfecture mais doit vivre à 30 km pour se loger.
Ce n'est pas 45 minutes, c'est souvent 1h15 avec les bouchons. Ta voiture, une citadine diesel, consomme 6 litres au 100. Il y a 10 ans, avec ton salaire à 2300 € net, tu aurais peut-être pu louer un T2 correct. Des chiffres qui condamnent toute une génération d'actifs stables à la location perpétuelle. Pourquoi l'offre de logement est-elle devenue si rare, si chère, si inadaptée? Tu fais 60 km par jour aller-retour, soit 1320 km par mois, 22 jours de boulot. Ça fait 79,2 litres de gasoil. Au prix actuel, disons 1,75 € le litre, ça te coûte 138,1 € par mois, rien que pour aller travailler. L'usure, l'entretien, les pneus, l'assurance kilométrage élevé, ajoutons au moins 100 € de plus par mois. Ton choix de logement abordable te coûte déjà 240 € de transport mensuel caché. Maintenant, le temps, 2h30 par jour dans les transports, c'est 55 heures par mois. 55 heures. C'est presque une semaine et demie de travail en plus, non payé, passé dans les embouteillages ou dans un train bondé. C'est du temps que tu ne passes pas avec tes enfants, à faire du sport, à te reposer, à cuisiner des plats économiques. Cette fatigue, ce stress ont un prix sur ta santé, sur ta vie sociale, sur ta capacité à souffler. Et le logement en lui-même. Prenons un appartement ancien, mal isolé, classé D ou E sur le diagnostic énergétique. L'hiver dernier, le chauffage électrique pour chauffer 50 m² mal isolé, c'était facile 250 à 300 € par mois pendant les pics. Une facture qui arrive comme une douche froide et qui grignote d'un coup l'équivalent de 2 pleins d'essence. Tu as le choix, avoir froid ou avoir faim. C'est un calcul que font des millions de personnes. Au final, ton bon salaire est mangé par des coûts indirects énormes. Le loyer économique à 750 €, une fois ajouté les 240 € de transport forcé et les 100 € de surcoût énergétique, te revient en réalité à 1090 €. Tu aurais presque pu prendre un appartement à 900 € en centre-ville et économiser du temps, de l'essence et de la santé mentale. Sauf que cet appartement à 900 €, il n'existe pas. Ou il est pris en 24 heures. Et c'est là que le bas blesse. Pourquoi n'existe-t-il pas ? Parce que l'offre a disparu. Et une partie de cette offre, elle est sous tes yeux, en ville, mais elle n'est plus pour toi. Il y a 20 ou 30 ans, le scénario était différent. Un couple d'enseignants, d'infirmiers, d'employés de banque pouvait envisager d'acheter une maison en périphérie de la ville où ils travaillaient avec un crédit sur 20 ans. Leur salaire, même modeste, suffisait. Pourquoi ? Parce que la construction suivait à peu près la demande, les villes grandissaient, on construisait des quartiers neufs, des barres d'immeubles, des lotissements. Ce n'était pas toujours beau, mais c'était abordable. Le changement est venu par vagues. D'abord, les règles se sont durcies. Les plans locaux d'urbanisme PLU sont devenus très restrictifs, souvent sous la pression des habitants déjà installés qui ne voulaient pas de tours ou de nouveaux immeubles près de chez eux. C'est le NIMBY Not in my backyard. Résultat, dans des communes bien situées, près des bassins d'emploi, il est devenu quasi impossible de construire de la densité. On a préservé le caractère du village, mais on a fermé la porte à ceux qui arrivaient après. Ensuite, l'argent est devenu trop cher, pas pour toi, pour les promoteurs. Construire un immeuble aujourd'hui, c'est un parcours d'obstacles de 5 à 10 ans entre l'achat du terrain, les permis, les recours des voisins, les normes environnementales de plus en plus strictes. Ce qui est une bonne chose en soi, mais aussi très coûteuse. Tout ce temps et ses risques, le promoteur les répercute sur le prix final du logement. Un appartement neuf en petite couronne parisienne ou dans le centre de Lyon, c'est souvent 10 000 € le mètre carré. Qui peut se le payer ? Plus toi, en tout cas. Pendant ce temps, la population dans les zones attractives a continué d'augmenter. Des gens sont venus pour le travail, les études. Mais les murs, eux, n'ont pas bougé. On a fait la place pour les bureaux, pour les commerces, mais pas pour les logements des gens qui y travaillent. Ce décalage, c'est la racine du problème. Une offre qui stagne face à une demande qui explose. Et dans ce désert d'offres, ceux qui ont de l'argent ont un avantage décisif. Il y a 20 ou 30 ans, le scénario était différent. Un couple d'enseignants, d'infirmiers, d'employés de banque pouvait envisager d'acheter une maison. Les villes grandissaient, on construisait des quartiers neufs, des barres d'immeubles, des lotissements. Ce n'était pas toujours beau, mais c'était abordable. D'abord, les règles se sont durcies. Les plans locaux d'urbanisme PLU sont devenus très restrictifs, souvent sous la pression des habitants déjà installés. Construire un immeuble aujourd'hui, c'est un parcours d'obstacles de 5 à 10 ans entre l'achat du terrain, les permis, les recours des voisins. Ils ne sont pas méchants, ils sont juste dans un système qui les favorise. Et ce système, quand tu le subis tous les jours, ça finit par créer une profonde défiance. La promesse républicaine travailler pour réussir semble brisée. Alors, logiquement, la confiance dans les institutions qui ont laissé faire s'effrite, et on cherche des boucs émissaires ou des sauveurs, souvent aux extrêmes. Mais il y a d'autres acteurs, plus discrets, qui ont accéléré la crise en siphonnant l'offre qui restait. Face à ce mur, les gens s'adaptent. Ils inventent des solutions de survie. La première, tu la connais peut-être, la colocation à 30, 35, 40 ans, ce n'est plus l'étudiant fauché, c'est le cadre, l'infirmière, le professeur des écoles. Partager un frigo, une salle de bain, accepter le bruit du coloc pour diviser un loyer par 2 900 € pour un T3 à 2.
ça devient 450 € chacun. C'est jouable. Mais tu renonces à ton intimité, à l'idée d'avoir ton chez-toi, de recevoir ta famille facilement. C'est un choix par défaut. Deuxième stratégie, le retour à la maison des parents, à 25-28 ans, parfois plus. Un jeune actif sur 5 vit chez ses parents. Ce n'est pas toujours par confort, c'est par calcul économique. Mettre 800 € de côté pendant 2 ans pour espérer avoir un apport. Sauf que pendant ces 2 ans, ta vie sociale, amoureuse, est en pause. Et même avec cet apport, on a vu que ce n'était souvent pas suffisant. Troisième adaptation, le sacrifice géographique total. Tu prends un poste à Lille, mais tu achètes une maison à 80 km dans un village où la ligne de train a fermé il y a 10 ans. Le prix est correct, mais ta voiture devient ton deuxième bureau, tu fais le plein 2 fois par semaine, tu calcules chaque trajet, les courses, tu les fais en gros 1 fois par mois au supermarché discount, le plus proche à 30 minutes. Tu es propriétaire, oui, mais tu as échangé ta qualité de vie et ton temps contre des mètres carrés. Enfin, il y a ceux qui jouent avec le feu financier. Ils ne sont pas méchants, ils sont juste dans un système qui les favorise. Et ce système, quand tu le subis tous les jours, ça finit par créer une profonde défiance. La promesse républicaine « travailler pour réussir » semble brisée. Alors logiquement, la confiance dans les institutions qui ont laissé faire s'effrite. Ils poussent le taux d'endettement à 40-45% de leurs revenus pour décrocher le prêt. La banque dit non. Alors ils passent par un courtier qui trouve une petite banque moins regardante avec une assurance emprunteur plus chère. La mensualité avale tout. Il ne reste plus rien pour les imprévus. Une panne de chaudière, un licenciement, et c'est le dossier de surendettement qui se profile. C'est une prison dorée. Toutes ces stratégies ont un point commun, ce sont des renoncements. Renoncement à l'indépendance, à la proximité, à la sécurité financière, à la sérénité. On te présente ça comme de la flexibilité, de l'ingéniosité. En réalité, c'est la preuve que le marché normal est hors service. Et pendant que tu t'adaptes, que tu partages ton frigo ou que tu cumules les kilomètres, une partie du parc immobilier qui pourrait t'aider, lui, ne sert plus à loger des gens comme toi de façon permanente. Il sert à une autre forme de location, plus lucrative et plus éphémère. Dans les 12 prochains mois, la pression ne va pas se relâcher. Elle va même prendre de nouvelles formes. D'abord, les taux d'intérêt resteront élevés. La Banque centrale européenne lutte contre l'inflation générale et ça se traduit par des crédits immobiliers chers. Pour toi, ça veut dire que même si les prix de l'immobilier stagnent un peu, ton pouvoir d'achat bancaire, lui, baisse. Un crédit à 4% au lieu de 1,5%, c'est des centaines d'euros de mensualité en plus pour le même bien. L'achat s'éloigne encore. Ensuite, la loi sur les passoires thermiques va commencer à taper sérieusement. À partir de 2025, les logements classés G seront interdits à la location. C'est une bonne nouvelle pour la planète et pour tes factures d'énergie. Mais à court terme, ça risque d'aggraver la crise. Beaucoup de propriétaires de petits studios ou T2 anciens, plutôt que de faire des travaux qui coûtent 30 000 ou 40 000 euros, vont choisir de vendre. Qui achètera? Souvent des investisseurs pour de la résidence secondaire ou pour de la location touristique où les règles sont moins strictes. C'est une prison dorée. Toutes ces stratégies ont un point commun. Ce sont des renoncements. En réalité, c'est la preuve que le marché normal est hors service. Et pendant que tu t'adaptes, que tu partages ton frigo. La Banque centrale européenne lutte contre l'inflation générale et ça se traduit par des crédits immobiliers chers. À partir de 2025, les logements classés G seront interdits à la location. C'est une bonne nouvelle pour la planète. Résultat, une partie de l'offre locative bas de gamme, souvent la seule accessible, pourrait purement disparaître du marché. Ces logements étaient insalubres énergétiquement, mais ils logeaient des gens. Où iront-ils? La pression sur le reste du parc va augmenter d'un cran. Troisième changement, la pression touristique. Avec les JO de Paris, mais aussi la reprise du tourisme post-Covid, les locations saisonnières type Airbnb vont continuer de prospérer dans les centres-villes. Pour un propriétaire, louer son appartement 150 € la nuit à des touristes, même 60 nuits par an, rapporte plus que 900 € par mois à un locataire stable. C'est un calcul économique rationnel, mais qui retire des milliers de logements du marché ordinaire. À chaque fois qu'un T2 se transforme en logement touristique, c'est une famille ou un jeune actif qui doit chercher plus loin, plus cher. Tous ces facteurs créent un sentiment de piège qui se resserre. Tu travailles, tu fais les efforts, mais les règles du jeu changent en permanence pour te défavoriser. Cette impression que le système est verrouillé au profit d'autres acteurs, c'est le terreau parfait pour la colère politique. Quand les partis traditionnels semblent incapables de débloquer la situation, ou pire, semblent protéger ceux qui profitent du système, le vote devient un cri d'alarme. Un vote pour ceux qui promettent de tout casser parce que l'ordre actuel ne te donne plus de perspective. Mais avant de conclure sur cette colère, il faut se demander, y a-t-il des solutions réalistes, ou sommes-nous condamnés à cette course sans fin ? Alors que faire concrètement dans cette tempête? Il n'y a pas de solution magique, mais il y a des parades pour limiter les dégâts et ne pas se faire emporter. D'abord, sur le budget, il faut calculer le coût total
pas juste le loyer. Un appartement à 750 € à 30 km de ton travail, avec les frais de transport, peut revenir plus cher qu'un T1 à 900 € en centre-ville. Fais le calcul sur une année, loyer plus essence plus usure voiture plus péage, plus temps perdu, que tu peux chiffrer, même mentalement. Le système est verrouillé au profit d'autres acteurs, c'est le terreau parfait pour la colère politique. Il n'y a pas de solution magique, mais il y a des parades pour limiter les dégâts. Fais le calcul sur une année, loyer plus essence plus usure, voiture plus péage plus temps perdu. Alors que faire concrètement dans cette tempête? Il n'y a pas de solution magique. Parfois, payer plus cher pour être près de son travail est économiquement rationnel. Ça libère du temps, et du temps, c'est de l'argent et de la santé. Ensuite, explore les dispositifs auxquels tu as peut-être droit sans le savoir, l'Action Logement par exemple. Si tu es salarié, tu cotises. Ils peuvent te proposer une garantie Visale qui rassure les propriétaires ou un prêt à 1% pour un achat, le PTZ. Renseigne-toi. Les logements intermédiaires, plus PLI, ont des plafonds de ressources souvent plus élevés qu'on ne le pense. Un couple à 4000 € net par mois peut y avoir droit. Ça peut représenter 15 à 20% de loyer en moins. C'est long, il y a des listes d'attente, mais inscris-toi. C'est un ticket pour la stabilité. Troisième piste, repenser la carte. Les villes moyennes, Saint-Étienne, Le Havre, Perpignan, Angers, offrent parfois un équilibre bien meilleur. Un emploi en télétravail partiel ou dans un bassin d'emploi local peut changer la donne. Le prix au mètre carré y est souvent moitié moins cher. Pour le prix d'un studio à Lyon, tu as une maison avec jardin. C'est un choix de vie radical, mais pour beaucoup, c'est le seul chemin vers la propriété. Enfin, politiquement, informe-toi sur ce que proposent réellement les candidats et les maires sur le logement. Pas les grands discours, mais les actes. Combien de logements sociaux ont été construits dans la commune? Ont-ils régulé les Airbnb? Facilitent-ils la construction de logements densifiés près des gares? Ton vote et ta voix dans les conseils de quartier peuvent pousser à ces décisions locales qui, mises bout à bout, créent de l'offre. Se préparer, c'est accepter que la bataille est difficile, mais pas perdue. C'est d'utiliser tous les outils à ta disposition, calculer froidement. Et parfois, oser changer de trajectoire pour retrouver un équilibre entre ton portefeuille et ta vie. Le logement ne doit pas être une punition, c'est la base de tout le reste. En résumé, la crise du logement, ce n'est pas un concept, c'est ton loyer qui absorbe la moitié de ton salaire. C'est ton loyer qui absorbe la moitié de ton salaire. Se préparer, c'est accepter que la bataille est difficile, mais pas perdue. C'est un ticket pour la stabilité. Le logement ne doit pas être une punition, c'est la base de tout le reste. C'est tes 2 heures de transport quotidien. C'est l'impossibilité d'épargner ou de prévoir l'avenir, même avec un bon travail. Le système est bloqué par un manque d'offres criant et chaque acteur, des propriétaires aux plateformes touristiques, suit une logique qui aggrave ton quotidien. Mais comprendre le problème, c'est le premier pas pour s'en protéger. En calculant le coût total, en cherchant les aides méconnues, en envisageant des villes moins sous tension, tu peux retrouver une marge de manœuvre. La solution collective, elle passera par une volonté politique de construire et de réguler, vraiment. Et toi, dans ta ville ou ton village, qu'est-ce que tu constates? Les loyers sont-ils devenus fous? As-tu dû t'éloigner, partager, renoncer à un projet à cause de ça? Partage ton expérience en commentaire, c'est en confrontant nos réalités qu'on mesure l'ampleur du problème.